Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par l'Agence parisienne du climat. Je suis ravie, nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui pour un webinaire sur la rénovation énergétique, comment s'y prendre pour réussir une rénovation énergétique globale. Donc, je me présente, Jessica Jacobi-Coali, je suis en charge de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Pour ceux qui ne connaissent pas le Coach CoPro, il s'agit d'une plateforme gratuite neutre et indépendante qui a pour but de vous accompagner en tant que copropriétaire vers vous accompagner pour un projet de rénovation énergétique. Donc, c'est un système d'information, d'accompagnement par un conseiller de l'Agence parisienne du climat et nous mobilisons tout au long de l'année pour vous informer sur ce qui existe, comment s'y prendre, comment se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Donc, c'est un peu l'objet de ce webinaire aujourd'hui et bien d'autres webinaires que nous organisons tout au long de cette période un peu particulière de confinement. Aujourd'hui, on reçoit Dimitri Moll, président du bureau d'études Cénova, que je laisserai se présenter, qui va dérouler sa présentation juste après. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous, bonjour Jessica. Du coup, je prends le relais maintenant? Oui. Ok, parfait. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Là, Jessica, je te vois en grand. Est-ce que les autres me voient en grand, peut-être, Alors, je ne sais au niveau de pas, bouge pas. l'affichage, histoire que ce soit peut-être l'intervenant actif, finalement, paramètre pour que ce soit l'intervenant actif Hop. Normalement, c'est bon. qui soit visible. Ok, parfait. Eh ben, tout d'abord, un grand merci à chacun d'entre vous d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Réussir la rénovation globale et performante de sa copropriété. C'est un plaisir. Merci à toi aussi, Jessica, et à toute l'équipe de l'Agence parisienne du climat d'avoir proposé d'organiser ce webinaire. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Alors, du coup, Jessica, est-ce que tu me vois en plus du partage d'écran? Oui, moi de mon côté, C'est c'est le bon, cas, je te ça doit vois être le cas bien. aussi pour les autres, parfait. Donc pour me présenter, je m'appelle Dimitri Moll, je suis le fondateur de Cénova. Cénova est un bureau d'études et une agence de maîtrise d'œuvre spécialisée dans la rénovation des copropriétés. Depuis 11 ans, nous avons accompagné plusieurs centaines de copropriétés à différentes étapes de leur projet, ce qui nous a permis d'engranger un certain retour d'expérience de ce qui a pu fonctionner, ce qui n'a pas fonctionné, et nous sommes heureux de vous le partager aujourd'hui. Ce qui rapproche l'Agence parisienne du climat et Cénova, c'est que nous sommes deux organisations engagées autour d'une même raison d'être, la raison d'être qui est être des moteurs de la transition écologique des bâtiments et donc de la rénovation globale et performante des copropriétés. Et du coup, par ce webinaire, ce qu'on espère faire, c'est de vous donner à la fois l'envie et les clés pour réussir la rénovation globale et performante de votre copropriété ou des immeubles dont vous avez la gestion en tant que syndic ou des immeubles dont vous êtes le maître d'œuvre, puisqu'on est autour de la table des syndics, des maîtres d'œuvre, des professionnels et bien entendu des conseillers syndicaux, des copropriétaires. Donc aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans la technique, on va se focaliser sur les enjeux humains et organisationnels valables pour tous dès lors qu'il s'agit d'améliorer sa copropriété. Et si certains sont intéressés par la technique, on pourra très bien organiser un autre webinaire sur le sujet. Alors, comment est-ce que je peux passer mes slides? Tac. Hop. Voilà. Donc du coup, ça, je vous l'ai déjà partagé. On est une équipe présente à Paris, Lyon et Grenoble. Donc on intervient sur toute la région Rhône-Alpes, toute la région Île-de-France. Et à ce jour, on est 25 collaborateurs. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous partager un point d'étape sur le contexte de la rénovation des copropriétés, puisque ça bouge énormément en ce moment. Tout d'abord, le premier élément qui change, alors ça change lentement, mais c'est chaque année un peu plus vrai, c'est qu'on a un parc immobilier un parc existant de copropriété qui a été construit en grande partie après la Deuxième Guerre mondiale, qui aujourd'hui a 50, 60, 70 ans et qui du coup a besoin d'être remis en état. On a des désordres liés à l'âge du bâtiment, c'est tout à fait normal. Et du coup, c'est la première chose, c'est que vos copropriétés ou les copropriétés dont vous assurez la gestion, pour certaines, ont besoin d'être remises en état et d'être voilà, de retrouver une nouvelle jeunesse.
Le deuxième élément de contexte qui est très important, c'est que depuis quelques années, l'État a fixé un objectif très clair, c'est que tous les bâtiments soient rénovés à basse consommation d'énergie d'ici à 2050. 2050, finalement, c'est dans 30 ans, c'est rien à l'échelle d'un ravalement. Ça veut dire que tôt ou tard, votre copropriété sera concernée à minima lors du prochain ravalement. Si elle n'est pas déjà concernée. L'État, pour ça, il a la carotte et le bâton. Donc, la carotte, c'est les incitations, notamment les aides financières. Et puis, le bâton, ce sont les contraintes, les réglementations. Donc, côté réglementation, on a déjà aujourd'hui des réglementations qui imposent, par exemple, d'embarquer la performance énergétique à l'occasion des travaux de rénovation. Et puis, l'État a écrit noir sur blanc qu'à partir de 2028, il y aurait des obligations de rénovation pour les bâtiments les moins performants. Et puis, côté incitation, eh bien, on a beaucoup d'aides financières, on y reviendra, qui sont disponibles pour aider les copropriétés qui se lancent aujourd'hui dans une démarche de rénovation globale et performante. Et dans le cadre du plan de relance de l'économie que le gouvernement est en train de préparer, Monsieur de Normandie, qui est ministre du Logement, s'est autoproclamé ministre de la Rénovation et a prévenu que la place de la rénovation figurerait du coup en bonne place dans les enjeux de la relance économique. Et en particulier, on sait que le gouvernement est en train de travailler, alors on espère que ça sortira, à une nouvelle aide financière qui s'appellerait MaPrimeRénov' copropriété, qui serait accessible à tous les syndicats de copropriétaires à condition qu'on fait des travaux qui améliorent significativement la performance énergétique, quelle que soit la situation de la copropriété. Et puis, j'en profite pour rappeler à ceux qui n'ont pas vu passer l'information qu'en avril, il y a quelques jours, une nouvelle aide a vu le jour pour les copropriétés qui font des rénovations globales et qui sont chauffées aujourd'hui au fioul, qui quittent le fioul. À ce moment-là, il y a des aides qui sont très intéressantes, qui prennent la forme d'un certificat d'économie d'énergie qui est bonifié si on se trouve dans cette situation. Donc, si vous avez des copropriétés qui sont chauffées au fioul et vous envisagez de quitter le fioul, c'est peut-être le moment d'y aller et d'en profiter pour faire une rénovation globale, mais on y reviendra. Les autres éléments qui sont nouveaux et qui évoluent très vite, c'est que dans le contexte du confinement, encore plus, mais aussi dans le contexte de la crise climatique, vous et les copropriétaires que nous rencontrons, avec qui nous échangeons, avec qui nous travaillons au quotidien, sont, on le constate, de plus en plus nombreux à vouloir prendre soin de leur habitat, de leur lieu de vie et à en réduire l'impact environnemental. Et comme une des pistes principales quand on est en copropriété, c'est de faire la rénovation globale et performante de son immeuble, du coup, il y a de plus en plus d'intérêt pour ce sujet. Et c'est important, si vous-même vous êtes intéressé ou si vos copropriétaires sont intéressés, d'être au goût du jour sur le sujet, puisque du fait de ces évolutions, les bons vieux réflexes en matière de travaux d'entretien de copropriété ne sont plus toujours d'actualité. Alors déjà, finalement, qu'est-ce que la rénovation globale et performante? Puisque c'est un terme qui ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, en fait, c'est une rénovation qui va au-delà du simple entretien. J'entretiens ma copro, ça veut dire que je ravale ma façade, je rénove ma chaudière quand elle est en panne. Eh bien, la rénovation globale et performante, elle va plus loin que ça. Mais ce n'est pas non plus juste une rénovation énergétique qui, elle, se focaliserait uniquement sur le fait de rendre le bâtiment plus économe en énergie. La rénovation globale et performante, elle vise un objectif beaucoup plus large, qui est de rendre le bâtiment plus beau, plus agréable à vivre, plus confortable, plus économe, plus résilient et plus écologique. Donc, quand on parle de rénovation globale et performante, en général, on parle de travaux qui sont plus importants lot par lot. Donc, typiquement, pour la façade, on va parler aussi d'isolation, de bardage, de garde-corps. Et on parle généralement de bouquets de travaux, plus que de travaux pris séparément les uns des autres. Donc, bouquet de travaux, on va faire la façade plus les menuiseries, plus la toiture, plus la ventilation, plus le chauffage au même moment. Donc, voilà de quoi on parle quand on parle de rénovation globale et performante. Alors là, j'imagine qu'autour de la table, vous êtes très nombreux à vous dire « Ouh là 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 là, mais cette rénovation globale et performante, ça doit coûter une fortune. Est-ce que c'est vraiment intéressant ?» Et puis, en plus, connaissant mes copropriétaires, à mon avis, il n'y a aucune chance qu'un programme de rénovation de ce type-là se vote. Et en fait, c'est tout à fait naturel que vous disiez ça, puisque ce qu'on constate, c'est que toutes les copropriétés qui ont voté ce type de travaux se disaient la même chose au départ. Et pourtant,
Et pourtant, elles l'ont fait. Alors, plutôt que je vous fasse un discours théorique, nous avons pensé que c'était mieux de donner la parole à des présidents de conseils syndicaux qui ont voté des travaux. Pour certains, ils les ont terminés, pour d'autres, ils sont en cours ou à venir, pour qu'ils nous expliquent comment finalement ils ont acquis la conviction que c'était intéressant et comment ils ont réussi à convaincre d'embarquer le vote de l'Assemblée générale sur un programme de rénovation très ambitieux. On est une résidence modeste, avec des revenus, des gens qui c'est partagé entre des familles et puis beaucoup de retraités. Donc voilà, c'est pas évident. Il faut bien se dire une chose, c'est que quand vous allez lancer un projet, c'est comme partout ailleurs, vous aurez toujours des gens qui seront contre. Vous ne ferez jamais l'unanimité au début. Ce qui a motivé, ce qui a poussé quand même, bon, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc c'est vrai que le prêt à taux zéro fait que les gens n'ont pas à avancer de l'argent en quantité. Ce qui a été relativement décisif dans la prise de décision, c'était le montant de subvention qui pouvait être accordé en fonction du gain énergétique qui était fait. Donc c'est là que les différents scénarios qu'on avait pu établir au début, on s'est aperçu qu'une façade simple, c'était l'équivalent d'une façade avec isolation, une fois les subventions déduites. On était à peu près là. Oui, ça nous revenait aussi cher. On sait grosso modo qu'on va récupérer au minimum entre 500 et 700 euros en plus-value au mètre carré par rapport à la valeur qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est énorme. En fait, les travaux, on a fait certaines estimations par rapport à certains lots. Certains logements, en fait, s'ils étaient vendus après les travaux, les frais des travaux seraient entièrement payés par la plus-value réalisée. Donc voilà, la plus-value serait même au-delà de ce qui va être facturé à chacun des lots. L'Assemblée générale a suivi le conseil syndical dans ses recommandations. On a recommandé l'énergétique et l'esthétique. Tout a été accepté, donc il faut le faire, quoi. C'est passionnant. Ce qui a quand même motivé aussi les copropriétaires, c'est le fait aussi que tout autour de nous, on commence à avoir on a vu se réaliser des rénovations. Il y a des résultats, les gens sont contents, qu'il y a une amélioration de confort. On a eu une quasi-majorité, enfin une totalité des votes. Voilà, il y a eu quelques contre, mais très peu, quoi. C'est vraiment passé comme une lettre à la poste, quoi. Nous arrivons vers la fin du chantier. Dès qu'il y a eu l'isolation thermique des toits et des pignons, moi qui habite sous les toits, enfin c'est un toit terrasse, on ressent immédiatement des degrés en plus. Si je prends notre exemple, on était loin d'avoir l'unanimité au début et finalement, on a eu un vote à l'unanimité à la fin. Donc c'est bien la preuve il fallait le faire. Du coup, oui, voilà, tout va être fait et je pense qu'on va avoir une belle résidence. L'isolation externe, par exemple, cet hiver, moi, mes radiateurs étaient fermés. Bon, on n'a pas eu un hiver très rigoureux, mais quand même, c'est important parce que les économies de gaz par rapport au fuel sont aussi importantes. On va vivre dans un immeuble qui va être rénové, qui va être neuf, qui va être beau, qui va être efficace. Donc voilà, quoi, c'est beau à faire, il faut le faire. Donc, pour rappel, en copropriété, on n'a pas affaire à un propriétaire unique avec ses sensibilités et ses motivations. On a affaire à une assemblée générale constituée d'autant d'individus qui ont chacun leur sensibilité propre, chacun leur motivation à entretenir et améliorer la copropriété. Donc, c'est pour ça que c'est important, particulièrement en copropriété, d'identifier très tôt les attentes des copropriétaires, les envies des copropriétaires, quels vont être leurs moteurs à voter les travaux, non seulement au sein du conseil syndical, mais aussi auprès de tous les copropriétaires par le biais d'une enquête, pour pouvoir ensuite concevoir un projet qui soit suffisamment rassembleur pour pouvoir embarquer le vote des travaux et que chacun puisse se raccrocher au projet en fonction de ses intérêts. Alors, en général, il y a un intérêt qui fait consensus, c'est qu'à la base, la rénovation globale et performante, du coup,
Si on synthétise, tac. Le premier élément qui motive, c'est que ça résout les problématiques d'entretien. Quand on a une façade décrépite qui tombe, quand on a une chaudière en fin de vie, quand on a des réseaux vétustes, quand on a des problèmes d'étanchéité, en général, ça c'est le premier moteur de la décision à faire des travaux. Mais au-delà de maintenir le patrimoine, on trouvera au sein de l'Assemblée générale, en fonction des individus, différents types de motivations et c'est important d'y être sensible et d'aller les chercher pour pouvoir y répondre. Donc, parmi les différentes motivations que nous, on a relevées dans les différents projets, et on trouve toujours un peu de tout dans l'Assemblée générale, c'est premier élément, c'est de rendre le bâtiment plus beau. Et du coup, à l'occasion d'une rénovation globale et performante, on peut améliorer l'esthétique du bâtiment par les couleurs, les rythmes, les aspects, les vêtures, par les garde-corps. Et ça va être quelque chose qui va parler à un certain nombre de copropriétaires. Le deuxième aspect qui va motiver à voter les travaux chez les copropriétaires, notamment ceux qui sont les plus sensibles à ces points-là, c'est le fait de rendre le bâtiment et l'immeuble plus sain et plus sécurisant. Donc, d'améliorer la qualité de l'air intérieur par notamment la ventilation, de mettre aux normes le bâtiment, d'installer une solution de désenfumage des parties communes, de faire en sorte que la chaufferie ne soit pas du tout dangereuse, qu'il n'y ait pas d'éclats de béton qui tombent sur les passants, d'installer un contrôle d'accès. Donc, toute la partie santé et sécurité qui va être un des moteurs de décision de vote. Ensuite, pour d'autres copropriétaires, ce qui va les motiver, c'est de rendre leur lieu de vie plus agréable à vivre, tout simplement. Donc, on pense là, bien sûr, au confort d'été, au confort d'hiver, au confort acoustique vis-à-vis de l'extérieur. Ça nous permet de proposer la création de balcons sur certains immeubles ou la surélévation d'ailleurs. On peut en profiter pour améliorer les parties communes, mettre aux normes les boîtes aux lettres, créer un espace pour les vélos, les poussettes, mettre en place une infrastructure électrique dans les parkings pour permettre à ceux qui souhaitent avoir un véhicule électrique d'installer une borne de recharge sur leur emplacement. Tout ça, c'est autant de fonctionnalités qu'on ajoute au bâtiment. Là, on voit aussi une toiture terrasse qui a été aménagée. Autant de fonctionnalités qu'on ajoute au bâtiment pour le rendre plus agréable à vivre et qui font autant de moteurs de décision positive pour faire des travaux d'amélioration globale et performante. Pour d'autres encore, ça va être la partie un peu économique, c'est de dire comment est-ce qu'on peut réduire les charges de notre immeuble. Et donc, bien sûr, c'est la réduction des charges énergétiques, mais pas que. Il y a aussi, quand on a un bâtiment qui est âgé et qui nécessite d'être remis en état, on a des frais liés aux multiples réparations, rustines, voire des frais d'assurance ou des frais liés aux dégâts des eaux, à la gestion des dégâts des eaux qui sont assez importants. Et du coup, quand on fait une rénovation globale et performante, on n'a plus de travaux à faire pour 20 ans et du coup, ça réduit d'autant toutes ces charges d'entretien et d'exploitation. Pour d'autres encore, et ils sont de plus en plus nombreux dans les copropriétés, on le constate, c'est la volonté de rendre la copropriété plus écologique, donc bien sûr par l'isolation, mais aussi par l'installation d'énergie renouvelable, par la végétalisation. Là, on est sur une copropriété rue de Charonne où on intervient. Alors, elle était déjà végétalisée. Et là, l'enjeu, c'est de mettre en place un système qui permette de récupérer l'eau de pluie et d'éviter qu'il y ait des consommations d'eau trop importantes pour que cette végétalisation soit plus résiliente pendant les périodes de canicule, notamment. Un dernier moteur de motivation qu'on a identifié qui est très fort aussi, c'est le moteur un peu plus financier. C'est de dire que faire une rénovation globale et performante de son immeuble, ça permet de rendre son patrimoine durablement plus attractif sur le marché, que ce soit auprès des locataires, si je suis bailleur, ou auprès des acquéreurs, parce que le bâtiment, du coup, est en avance sur les futures réglementations et les gens commencent à être au fait des réglementations. Et puis le bâtiment, il répond, il est en phase avec les attentes grandissantes des habitants et il est plus résilient face aux aléas du changement climatique. Sur ce dernier point d'ailleurs, et c'est la carte que je présente, c'est les notaires ont démontré qu'en remettant le bâtiment au goût du jour sur le plan des normes environnementales, c'est-à-dire aux standards de construction d'aujourd'hui, voire même de demain, eh bien, on améliore la valeur des appartements de 5 à 10% selon les lieux, pour toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire d'un montant souvent plus élevé que le coût des travaux eux-mêmes, sans même parler des aides financières. Donc, c'est ce que vous partagez, par exemple, Madame Nguyen dans la vidéo. Ils ont fait faire des estimations, pour le coup, par plusieurs agents immobiliers qui ont confirmé tout cela. Donc là, pour concrétiser un peu les choses,
finalement, la question que certains d'entre vous doivent se poser, oui, mais ça coûte combien? On parle de quoi concrètement? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que chaque copropriété est évidemment unique. Malgré tout, on a essayé de faire une sorte de pseudo-moyenne qui vaut ce qui vaut, on va dire, pour avoir des ordres de grandeur sur la base de tous les derniers retours de projets votés. À partir du moment où on parle d'une rénovation complète de l'enveloppe de la copropriété, plus la mise en place d'une ventilation digne de ce nom, plus la rénovation du système de chauffage et l'amélioration des parties communes, ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, on arrive à 15 à 20 000 euros de travaux par logement hors travaux privatifs. Donc, c'est hors fenêtres, radiateurs, si les copropriétaires font aussi des travaux privatifs. Pour financer ça, il y a des aides financières, comme je l'ai partagé. Il y en a qui sont collectives, donc au niveau de l'État, au niveau local. Par exemple, le dispositif Éco-Rénovons à Paris, le dispositif Éco-Rénov à Lyon, avec les compléments que font la ville de Villeurbanne, la ville de Lyon, le dispositif Murmure 2 à Grenoble. Et puis, globalement, en fonction des projets, ces aides qui sont versées au syndicat des copropriétaires peuvent représenter 5 à 50% du montant de l'investissement. Et puis, si on prend en compte les aides individuelles, qui sont celles-là versées au ménage en fonction de sa situation personnelle, le pourcentage d'aide totale va être de l'ordre de 10 à 80% du montant des travaux selon les situations. Donc, au final, pour un appartement moyen, si on finance le reste à charge après aide déduite sur 15 ans, on arrive à des mensualités de l'ordre de 80-100 euros par mois, qui sont réduites à environ 50-70 euros pour les ménages modestes, auxquels on peut déduire 20 à 30 euros d'économie de chauffage par mois, puisqu'à l'occasion de la rénovation globale et performante, comme on l'a dit, on améliore l'efficacité énergétique de l'ensemble, ce qui fait que l'effort financier à faire par les copropriétaires, en moyenne, et encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, c'est des ordres de grandeur, c'est de l'ordre de 30 à 80 euros par mois selon les situations. Et puis, si on prend une vision patrimoniale, par exemple, le dernier projet qu'on a voté, qui a été voté chez Cénova, c'est un projet avenue du Maréchal Juin, 96 logements à Boulogne-Billancourt. Ce qu'on voit, c'est que le coût des travaux représente 2,8% de la valeur des biens et que la plus-value qui a été estimée par les notaires était de 4%. Donc, je me répète, mais on voit que c'est immédiatement rentable, finalement. Et même les bailleurs qui ont une vision ultra financière de leur patrimoine, eh bien à ce moment-là, ils trouvent de l'intérêt, d'autant plus qu'ils peuvent augmenter leurs revenus locatifs par une troisième ligne sur la quittance de loyer, qui est la ligne de contribution du locataire aux travaux d'économie d'énergie, et défiscaliser les investissements de leurs revenus fonciers. Aujourd'hui, on ne va pas détailler l'ensemble des aides financières parce que c'est hyper complexe, il y en a plein. Mais globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a de nombreuses aides à tous les niveaux. État, collectivité locale, versées à la copropriété, versées aux copropriétaires directement. Ça bouge de temps en temps, forcément, mais que globalement, l'ensemble des aides sont petit à petit redirigées vers les projets de rénovation globale et performante, c'est-à-dire soumises à conditions de gain de performance énergétique et avec un montant plus élevé pour les personnes et ou les copropriétés en situation de fragilité. Alors, je vous rassure, ça bouge de temps en temps, mais lorsqu'une copropriété vote des travaux et prend un engagement, à ce moment-là, l'ensemble des aides dont elle peut bénéficier sont cristallisées et même s'il y a des changements politiques, il n'y aura pas de remise en question des aides financières. La seule aide où c'était le cas, c'était le crédit d'impôt pour la transition écologique et ce crédit d'impôt est en train d'être transformé justement pour éviter cette situation. Voilà, donc encore une fois, tous ces chiffres sont à prendre avec des grandes pincettes parce que chaque situation et chaque copropriété est unique. Le programme de travaux n'est pas le même pour chacun, les prestations recherchées non plus, les complexités, l'amiante, etc. non plus. Les aides financières ne sont pas du tout les mêmes pour chacun en fonction de là où il est, en fonction de la situation. La taille de la copropriété, si on divise la rénovation par 100, il y a quand même, ça revient moins cher que si on n'est que 5 à financer la rénovation, même si l'immeuble est plus petit, parce qu'il y a des coûts fixes. Le mode de financement, si on finance sur 10 ans, sur 15 ans, tout ça a de l'influence sur les chiffres que je viens de vous donner. Souvent, on me pose la question de savoir s'il vaut mieux faire une rénovation
global en une seule fois ou par étape. Parce que traditionnellement, depuis des dizaines d'années, on a toujours géré les copropriétés en bon père de famille, entre guillemets, même si cette expression n'est pas la bonne, avec la toiture, puis quelques années plus tard la façade, puis quelques années plus tard la chaufferie. Et aujourd'hui, finalement, ça, c'est quelque chose qu'il faut remettre en question. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme qui s'est opéré. Je vous réponds directement à la question. Oui, clairement, les travaux maintenant doivent à minima être étudiés de manière globale, quitte à ensuite échelonner certains travaux qui ne méritent pas d'être réalisés d'un coup. Et pourquoi ? Tout simplement parce que déjà techniquement, quand on parle d'isolation de la façade, on parle directement de ventilation, on parle directement de menuiserie extérieure pour les entrées d'air. Donc, c'est indissociable. Ensuite, quand on fait un projet en une seule fois, quand on regroupe les travaux en une seule fois, on va faire des économies. Il y a des synergies au niveau des échafaudages, des bases vies. Je vous donne par exemple un exemple. Madame Nguyen, que vous avez vu dans la vidéo, il souhaitait mettre en place un système de récupération d'eau de pluie pour faire face à pour pouvoir arroser les espaces verts de la copropriété, même en période de canicule. Et on peut imaginer que dans les prochaines années, effectivement, on n'aura plus le droit d'utiliser l'eau de ville pour ça. Et du coup, le fait de faire ça en même temps qu'on rénovait la toiture et la chaufferie, ça a permis de changer les pentes de la toiture, acheminer l'eau non plus vers l'extérieur, mais vers le milieu du bâtiment, faire descendre l'eau dans des gaines techniques des parties communes qui arrivent directement en chaufferie. Et dans la chaufferie, l'ancienne cuve à fioul a été rénovée, chemisée pour pouvoir accueillir l'eau de pluie. Et tout ça fait qu'évidemment, ça coûte moins cher. Donc, en regroupant les travaux en une seule fois, on arrive aussi à rendre le bâtiment vraiment plus performant. Par exemple, sur le côté esthétique, c'est plus facile de donner un nouveau look à la copropriété en intervenant à la fois sur les murs, les menuiseries extérieures, les occultations, les garde-corps. Et que juste sur les murs. Il en va de même avec l'efficacité énergétique. À partir du moment où on traite bien l'enveloppe, on va avoir moins de ponts thermiques et moins de problèmes d'étanchéité, une meilleure étanchéité à l'heure. Et au niveau du confort, on réglera bien mieux le système de chauffage si c'est un système collectif. En plus, comme je vous l'ai déjà partagé, quand on regroupe les travaux en une fois, on a beaucoup plus d'aides financières, puisque les travaux pris séparément ne déclenchent pas les aides financières, qu'en regroupant, on a des gains de performance qui déclenchent des aides supplémentaires très significatives. Donc, ça coûte moins cher, non seulement en termes de synergie, mais aussi et beaucoup parce qu'on a accès à plus d'aides. Et après, on me dit, mais oui, mais monsieur Moll, comment on va faire pour financer les travaux? Les gens n'ont pas forcément tout cet argent à sortir en une fois. Et en fait, là, pareil, c'est une idée reçue, puisque quand on fait un projet de rénovation globale et performante, on étale le coût des travaux sur 15 ans par des prêts collectifs qui sont accessibles à tous. Et donc, finalement, l'effort mensuel financièrement à réaliser est beaucoup plus indolore, si je puis dire, que lorsqu'on appelle tout un ravalement, puis 3 ans plus tard, toute une toiture, puis 3 ans plus tard, toute une chaufferie. C'est finalement beaucoup plus accessible. Puis après, il faut être conscient que de mener un projet de rénovation globale et performante, comme l'ont fait les copropriétaires que vous avez vus sur la vidéo, c'est joyeux et convivial, certes, mais en même temps, c'est un investissement lourd pour le conseiller syndical et le syndic. Donc, autant pas avoir à le relancer avec de nouveaux travaux, à peine les précédents travaux achevés. En fait, en réalité, je pense que y aura plus, vous n'aurez plus envie ni l'énergie de le faire. Et enfin, en étalant les travaux sur 15 ans, vous vous retrouvez à attendre 15 ans avant de pouvoir bénéficier d'un cadre de vie qui est renouvelé, remis au goût du jour. Alors, c'est un peu dommage, autant en bénéficier tout de suite et puis le payer sur 15 ans de la même manière. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'il fallait vraiment changer le paradigme et que les travaux doivent à minima s'étudier en une fois. Et après, si certains travaux peuvent attendre parce qu'on n'est pas arrivé au bout de la vétusté, parce qu'il n'y a pas de synergie et tout, bien sûr, on peut échelonner, mais en règle générale, on se retrouve à tout faire ensemble. Donc, quel est le rôle du maître d'œuvre dans le processus de rénovation globale? Eh bien, dans un premier temps, c'est déjà de commencer par faire un bon diagnostic. Un diagnostic non seulement du bâtiment, sous toutes ses coutures, mais également un diagnostic des attentes des copropriétaires, en commençant par le conseil syndical, mais pas que, comme je l'expliquais, de l'ensemble des copropriétaires. Fort de ce diagnostic,
le maître d'œuvre va être en mesure ensuite de proposer un projet qui, s'il répond bien à l'ensemble de ses attentes et de ses envies, sera enthousiasmant. Suite à ça, le maître d'œuvre, il doit décrire le projet et le chiffrer, d'abord en l'estimant et ensuite en consultant les entreprises pour avoir des offres fermes. Et de cette façon, on aboutit à un projet qui est enthousiasmant et à un coût pour le projet. Mais ce n'est pas tout. Votre maître d'œuvre, derrière, il doit être capable de vous indiquer comment vous allez pouvoir le financer, ce projet. Donc, il va chercher à l'optimiser, optimiser l'accès aux aides financières, optimiser l'accès au financement collectif, pour permettre à chacun de pouvoir acheter le projet sans difficulté, quelle que soit sa situation. Suite à ça, votre maître d'œuvre, il doit être en capacité d'aider le conseil syndical à convaincre l'Assemblée générale. Ce n'est pas lui qui va convaincre l'Assemblée générale, c'est vraiment le conseil syndical. Par contre, le maître d'œuvre, il a un rôle clé à jouer là-dessus dans l'assistance du conseil syndical et du syndic dans la préparation de toute la démarche. Faire mûrir le projet dans la tête des copropriétaires depuis le début, les impliquer, communiquer au bon moment, avec les bonnes informations, bien préparer les convocations, bien formuler les résolutions, bien préparer l'Assemblée générale, la recherche des pouvoirs pour les absents, etc. Et tout ça, c'est essentiel. Il faut que vous soyez accompagné dans cette démarche, y compris, bien sûr, la prise de parole en public pour répondre aux questions lors des réunions, etc. Suite à ça, votre maître d'œuvre, une fois que les travaux sont votés, c'est chouette. Votre maître d'œuvre, il va devoir commencer à préparer le chantier, notamment à ce moment-là, formaliser les commandes pour les travaux privatifs. Donc, dès lors qu'on fait une rénovation globale et performante, souvent, par exemple, la copropriété dont je vous parlais, Maréchal Juin à Boulogne, là, c'est le cas de cette copropriété, eh bien, on se retrouve avec une obligation de remplacer les fenêtres et les radiateurs d'origine qui a été décidée par l'Assemblée générale pour tous ceux qui ne l'avaient pas fait. Et donc là, à ce moment-là, on a un bordereau que le maître d'œuvre doit construire pour que chacun puisse choisir les options sur les fenêtres qu'il remplace avec ça, le prix, etc. et que tout soit parfaitement formalisé. Suite à ça, évidemment, votre maître d'œuvre, il doit s'assurer de la bonne exécution des travaux, notamment on est en site occupé, on est chez vous. Comment est-ce qu'on peut faire le chantier avec le plus propre possible, qui a le moins d'incidence sur la qualité de vie pendant le chantier, qu'il n'y ait pas trop de contraintes. Donc ça va être le rôle de votre maître d'œuvre. Et puis ensuite, une fois que les travaux sont terminés, votre maître d'œuvre doit vérifier qu'on a bien les performances qu'on attendait, notamment en termes de confort, d'économie d'énergie. Et pour ça, il doit collaborer avec l'exploitant de votre copropriété pour la ventilation et le chauffage, si vous êtes en chauffage collectif, pour optimiser les réglages de l'installation et permettre d'atteindre vraiment les objectifs qu'on avait fixés au départ. Voilà, donc ensuite, comment choisir son maître d'œuvre finalement? C'est une question qu'on me pose souvent et effectivement, les critères de sélection du maître d'œuvre évoluent par rapport à la rénovation, on va dire, d'entretien traditionnel d'immeubles et la rénovation globale et performante. Et donc, ça me paraissait important de vous apporter aussi mon regard là-dessus. Le premier critère qui va être, à mon sens, essentiel, que vous devez vraiment regarder, c'est est-ce que vous vous sentez en confiance et en sécurité avec votre maître d'œuvre. En fait, à partir du moment où la compétence est du côté du maître d'œuvre et la décision est du côté du conseil syndical, il n'y a pas d'autre choix qu'il y ait une confiance mutuelle forte dès le départ et qu'elle soit nourrie au cours du projet. Donc, parmi les critères, il y a le feeling. Bon, c'est un critère qui n'est pas très factuel. Après, bien sûr, vous devez faire attention à ce que votre maître d'œuvre soit parfaitement assuré en décennale pour ses responsabilités, qu'il soit qualifié comme un professionnel reconnu garant de l'environnement, qu'il soit indépendant des entreprises. Ça coule de source pour pouvoir sécuriser la copropriété sur la consultation et sur le coût des travaux et puis optimiser le coût des travaux. Au-delà de ces questions, on va dire, de la question de confiance et de sécurité, derrière, vous devez rechercher un certain nombre de compétences qu'il faut mettre autour de la table pour réussir ce type de projet de rénovation globale. Donc, on pense tout de suite évidemment aux compétences techniques, ça coule de source. Il y a besoin des compétences techniques, mais il y a besoin des compétences techniques sur l'ensemble des corps d'état du bâtiment. Donc, on a besoin de compétences en architecture, on a besoin de compétences sur le bâtiment, on a besoin de compétences sur le chauffage, la ventilation, la thermique pour les gains d'économie d'énergie, pour l'optimisation de où on met l'isolation comment, des compétences en plomberie, en électricité, si jamais les travaux concernent aussi ces éléments-là, des compétences en végétalisation, en énergie renouvelable, en amiante, il y a de l'amiante pratiquement sur tous les projets,
que ce soit les façades, les conduits en chaufferie, etc. Donc ça, c'est les compétences techniques et vous devez vous assurer que autour de la table, on a bien l'ensemble des compétences techniques nécessaires. Ensuite, au-delà des compétences techniques, il y a aussi les compétences en gestion de projet. En copropriété, vous avez besoin d'avoir un maître d'œuvre qui soit locomotive de votre projet, qui vous aide à être locomotive du projet, qui soit capable de définir le planning parce que c'est lui le sachant, c'est lui qui connaît l'ensemble des contraintes, des étapes et qui soit capable ensuite de le tenir. La troisième compétence à rechercher, c'est l'ingénierie financière. Ce n'est pas tout d'avoir un beau projet et de savoir combien il va coûter. Si vous n'êtes pas capable de dire à votre voisine du troisième gauche combien ça va lui coûter à elle et comment elle va pouvoir se le financer, votre voisine ne sera pas en mesure de voter pour le projet. La quatrième compétence à rechercher, c'est une compétence en communication. Ce n'est pas tout d'être bon technicien, encore faut-il savoir convaincre savoir faire équipe avec le conseil syndical et le syndic, travailler du coup dans la confiance comme on l'a dit, communiquer proactivement et clairement, faut savoir prendre la parole en public. Et puis dans un projet de rénovation globale et performante, on a des hauts et des bas. C'est un projet qui dure longtemps. On va essayer de voter les travaux en 1 an. Quand on commence une phase d'étude, c'est pour l'Assemblée générale d'après. Puis après, il y a la durée des travaux, il y a des hauts et des bas. Et puis, il y a aussi des émotions avec certains copropriétaires. C'est normal, on parle de leur lieu de vie, on parle de leur patrimoine. Du coup, vous devez rechercher un maître d'œuvre qui est capable de gérer ces situations-là, de dépasser éventuellement les émotions, de les accueillir et de permettre à chacun de se retrouver dans le projet et d'aller de l'avant. Vous devez aussi chercher un maître d'œuvre qui est capable d'aider à convaincre le conseil syndical, du coup, d'aider le conseil syndical à convaincre l'Assemblée générale d'acheter les travaux. Et donc, pour ça, c'est un maître d'œuvre qui est à l'écoute des attentes. J'ai déjà dit 2 fois, je le répète, mais y compris inconsciente, et à y répondre avec un projet qui est pragmatique et qui répond bien aux attentes de tout le monde. Et puis, une fois qu'on a ce projet-là, il faut que votre maître d'œuvre soit capable de présenter ses intérêts du projet. Ce n'est pas tout de présenter le projet, encore faut-il présenter et représenter les intérêts du projet et effectivement mettre tout en œuvre pour que l'Assemblée générale soit une réussite. Puis, en copropriété, sur les rénovations globales et performantes, on est amené à travailler aussi dans les logements et à gérer des travaux privatifs, d'intérêt collectif, les fenêtres, les radiateurs, j'en ai déjà parlé. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est important qu'autour de la table, vous ayez quelqu'un qui soit sachant sur ce sujet-là. Donc, pour avoir toutes ces compétences, évidemment, ce n'est pas une seule personne, parce que sinon, c'est vraiment un surhomme, il faudra me donner ses coordonnées. C'est forcément une équipe. Donc, par exemple, derrière le chef de projet, on a plusieurs collaborateurs. Il y a l'architecte, le thermicien, l'ingénieur bâti, l'économiste de la construction qui fait les métrés, le projeteur qui fait la maquette numérique du bâtiment, l'ingénieur fluide, le spécialiste en ingénierie financière. Et c'est toutes ces compétences qu'il faut mettre autour de la table et que vous devez rechercher. Et l'ensemble de ces compétences ensuite doivent être parfaitement coordonnées. Et donc, par exemple, chez Cnova, nous, on adapte notre équipe à la situation du projet. S'il y a déjà quelqu'un qui a la compétence en ingénierie financière, en accompagnement, en communication que la copropriété a choisi de par une précédente, par exemple un AMO ou un Éco-Rénovons Paris, on a la chance d'avoir Solia Urbaniste qui accompagne les copropriétés. Et bien, du coup, évidemment, nous on vient compléter et travailler en équipe. Quand on est appelé par un autre maître d'œuvre qui nous demande d'intervenir en tant que thermicien ou bureau d'études fluide uniquement, on complète. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les compétences autour de la table. Et ce qui va être important, c'est que cette équipe elle soit bien coordonnée, qu'il y ait une bonne cohésion, une bonne coordination. Et ça, c'est essentiel. Sinon, ça va être compliqué. Alors là, j'imagine que certains d'entre vous se disent « Ouh là là, mais c'est la Rolls-Royce de l'ingénierie, c'est la Rolls-Royce de la maîtrise d'œuvre. Ça doit coûter très cher. » Combien ça coûte? Donc, effectivement, une équipe qui présente toutes les compétences coûte forcément un peu plus cher que d'avoir une partie des compétences seulement. Mais notre retour d'expérience, il montre à chaque fois que ce surcoût, il est largement payé par le fait que le projet est mieux ficelé, mieux optimisé, mieux financé, plus rapidement et simplement mis en œuvre. Et par ailleurs, chez Cnova, nous travaillons à faire en sorte de moderniser nos méthodes de travail pour perdre beaucoup moins de temps à des tâches fastidieuses et sans valeur ajoutée.
Par exemple, on fait une maquette numérique systématiquement de chaque copropriété, ce qui nous évite d'avoir à refaire les maîtrises plusieurs fois. On fait les liens avec les dossiers de consultation des entreprises, on digitalise les consultations des entreprises, tout ça pour réduire les temps passés derrière l'ordinateur et permettre d'arriver à rester en ligne avec les prix traditionnellement pratiqués pour les missions de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire entre 8 et 12% du montant des travaux au total pour la phase études et la phase travaux, sachant qu'en général, la phase études est une phase vendue au forfait. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un projet, donc les 4 messages clés à retenir, hein, c'est si vous avez un projet de ravalement ou de rénovation pour votre copropriété, pour une copropriété dont que vous gérez, il est urgent de prendre du recul et c'est d'autant plus important d'y faire attention que ce n'est pas le réflexe historique que nous avons. Donc ça, c'est vraiment le premier message clé et vraiment, je pense que c'est important de repartir avec ça. Le deuxième message clé, c'est que si la copropriété a un projet de rénovation qui est suffisamment mûr pour investir tout de suite dans une mission de maîtrise d'œuvre en phase étude, alors à ce moment-là, partir directement sur une mission de maîtrise d'œuvre. Mais dans certains cas, la copropriété est encore un peu dans le flou. Le projet est trop neuf, trop peu mûri pour qu'ils osent investir quelques dizaines de milliers d'euros dans une phase d'étude. Et dans ces cas-là, le projet a besoin de mûrir. Donc, commencez par demander un audit global qui permettra de mettre le projet sur la table, de réunir les copropriétaires, d'en parler et de déblayer l'ensemble des possibilités, de faire un premier niveau de diagnostic et d'analyse qui permettra d'aboutir sur le fait de savoir que ça vaut le coup ou pas de lancer des travaux et donc d'acheter une mission de maîtrise d'œuvre sur un programme de travaux qui sera bien circonscrit avec des copropriétaires qui sont motivés et qui comprennent l'intérêt. Bien sûr, si vous faites un audit, c'est très intéressant de tout de suite prendre un prestataire qui est capable d'être votre maître d'œuvre derrière. Ce serait dommage de devoir recommencer à zéro avec un nouvel interlocuteur. D'autant plus que si l'interlocuteur qui fait l'audit n'est pas maître d'œuvre, il y a des chances que les informations fournies ne soient pas toujours super fiables et donc ça puisse créer de la frustration dans le changement d'interlocuteur. Le troisième message clé que je voudrais vous passer, c'est que quand vous choisissez votre maître d'œuvre, soyez vigilant à ce qui regroupe bien l'ensemble des compétences nécessaires pour ne pas avoir de trous dans la raquette. On voit trop de projets où on a oublié la vision architecturale, on a oublié le thermicien, donc on ne sait pas quels sont les gains de performance énergétique, donc on ne sait pas les aides financières. Ou alors on a oublié d'avoir l'ingénieur financier capable de calculer les aides et de fournir un plan de financement. Ou alors on a carrément oublié qu'il fallait traiter la ventilation et d'avoir quelqu'un qui est expert sur le sujet. Ou alors on a une équipe qui est incapable de communiquer et de convaincre une assemblée générale des intérêts du projet. Donc, vérifiez vraiment que vous avez l'ensemble des compétences autour de la table. Ce serait vraiment dommage, sinon c'est des projets qui sont laborieux, qui prennent plusieurs années pour aboutir à un vote de travaux qui souvent n'est pas idéal. Voilà, et en conclusion, n'oublions pas qu'il s'agit d'abord d'une aventure humaine qui doit rassembler et notamment il faut rechercher un trio syndic, conseil syndical et maître d'œuvre ou maîtrise d'œuvre, équipe de maîtrise d'œuvre qui soit vraiment soudés, impliqués, qui s'apprécient avec une très bonne communication entre eux et également communication avec le reste de la copropriété pour que l'ensemble de la copropriété soit impliqué et puisse se mettre en mouvement. Voilà, je vous remercie très sincèrement d'avoir participé à ce webinaire, ce premier webinaire. J'espère que vous en ressortez enrichis, que ce soit pour mener à bien des projets dans votre copropriété ou bien pour faire évoluer votre pratique, la pratique de votre métier, que vous soyez gestionnaire ou maître d'œuvre, pour les prochains temps. Et de mon côté, je me tiens à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. Et puis, bien sûr, si vous avez envie d'échanger sur des cas concrets, n'hésitez pas. Vous trouverez mes coordonnées ici, en bas de cette slide, et je serai toujours disponible pour répondre aux mails ou au téléphone si certains d'entre vous le souhaitent. Je vous remercie du fond du cœur pour votre attention et du coup, place aux questions, je crois, Jessica. Merci beaucoup, Dimitri. Oui, on passe aux questions. On a 23 questions en attente, donc je crois que tu as de quoi faire pour le coup. Donc, première question, le réseau d'eau est-il compris dans le bouquet de travaux? Eh ben, oui, tout à fait. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de copropriétés qui ont des problèmes au niveau de la plomberie, des réseaux, que ce soit d'ailleurs des réseaux de chauffage, des réseaux d'eau chaude sanitaire,
des réseaux d'alimentation d'eau, des réseaux d'évacuation. Et du coup, malheureusement, ce n'est pas des travaux simples. C'est vraiment pas simple parce que souvent, il y a des interventions en partie privatives parce que les colonnes, elles sont en partie privatives. C'est des travaux qui sont chers, c'est des travaux qui sont compliqués, mais malheureusement, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et du coup, ça fait partie des travaux qui sont à étudier quand il y a un sujet dans la copropriété. Donc, voilà pour la réponse. Merci. Alors, je vais juste apporter une précision parce que j'ai eu la question plusieurs fois. L'ensemble, donc le support sera envoyé par mail juste après ce webinaire. Juste après le webinaire, vous allez recevoir l'ensemble de la présentation, le contact et quelques liens utiles. Deuxième question. Lorsque la maîtrise d'œuvre ne souhaite pas donner suite à certaines propositions, quelle solution? Alors, lorsque la maîtrise d'œuvre… Ouais, je pense que c'est la maîtrise d'ouvrage que la personne voulait mettre. Ok. Alors, si la copropriété ne souhaite pas donner suite à des propositions de quoi? De rénovation? Oui, Dans je pense que c'est une suite au rapport d'audit. Oui, bien entendu, chacun est libre, hein, ils sont propriétaires, c'est eux qui décident. Nous, en tant que maître d'œuvre et syndic, on est les professionnels qui sommes au service de la copropriété. On est là pour les conseiller, on est là pour être vraiment capable de les éclairer pour prendre des bonnes décisions. Maintenant, si les recommandations qui sont formulées ne sont pas suivies, nul n'est tenu à l'impossible, il n'y a pas de souci. Probablement, c'est qu'il y a un écart de perception de la réalité. On peut essayer de le comprendre, de le clarifier, de creuser, et puis à un moment donné, pas de problème. La copropriété est libre d'engager ou de ne pas engager des missions ou des travaux. Ce sera toujours comme ça. Super, merci. On a également une question concernant la Tour Fugue dans le 19e arrondissement. Ils ont une idée de végétalisation des terrassons avec accès contrôlé pour les habitants. Est-ce qu'il existe des aides pour procéder à ce type de projet? Ok, alors concernant les aides à la végétalisation, je crois que Eco-Rénovo Paris a une prime, hein, tu confirmes, Ouais, Jessica? alors il y a une prime pour les copropriétés qui sont déjà dans le dispositif. Donc là, vu que ce programme est terminé, en tout cas la phase de recrutement est terminée. En revanche, il y a Hauts-de Normandie qui propose des aides financières pour végétaliser les toitures. Donc il faudrait peut-être plus se rapprocher de Hauts-de Normandie. Donc ça Ce qu'il se faut fait savoir, c'est directement sur leur site. ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la végétalisation des copropriétés et plus généralement des villes, c'est une évidence qui va se développer. Et du coup, nous, on est passionnés par le sujet. Pour l'instant, on travaille sur le cas de la rue de Charonne. On est en train de faire des expérimentations et d'étudier sur un certain nombre de copropriétés les possibilités pour monter en compétences. Et si certaines copropriétés autour de la table sont motivées pour creuser ce sujet-là, prenez contact avec moi puisque c'est vraiment un sujet qui me passionne et je pense qu'on ira chercher des financements dans le cadre de mise en place de démonstrateurs notamment qui permettront de prouver que les solutions existent, sont viables, finançables et durables. Parfait. Ça fait partie des enjeux de l'État. Avons-nous une idée de retour sur investissement pour un projet, donc investissement, économie d'énergie? Oui, alors le retour sur investissement, effectivement, on a complètement une idée. Alors, je voudrais tout de suite clarifier un truc, c'est que quand on parle de retour sur investissement, les copropriétaires, à première approche, ils pensent combien on fait d'économie d'énergie. Donc là, je vous ai dit 20-30 euros par appartement. Et combien ça coûte? Et je vous ai dit entre 15 et 20 000 euros par logement. Donc évidemment, vu comme ça, c'est pas rentable, mais c'est pas du tout la bonne manière de regarder la rentabilité. Ce qu'il faut regarder, c'est que ce que je vous ai partagé, c'est que l'effort financier que le copropriétaire doit mener en moyenne, c'est entre 30 et 80 euros par mois s'il finance ses travaux sur 15 ans. 30 à 80 euros par mois, c'est le même effort qu'il doit faire s'il fait juste de l'entretien sans en profiter pour améliorer son cadre de vie, améliorer la performance énergétique, etc. Donc, bon an mal an, et c'est ce que expliquait par exemple Madame Di Fazio de la copropriété Victoria qu'on a vu dans la vidéo, c'est que quand ils ont comparé les travaux qu'ils devaient faire, quoi qu'il arrive, de toute façon, sinon la copropriété se délabrait, et les travaux de rénovation globale et performante, c'était pas plus cher, voire même pour les copropriétaires modestes et très modestes, c'est beaucoup plus intéressant financièrement de faire des travaux de rénovation globale et performante. Donc, vu comme ça, on a une rentabilité qui est immédiate et qui est excellente. Et puis,
Pour ceux qui ont une vision patrimoniale, on va dire, de leur bien immobilier, c'est ce que je vous expliquais en vous donnant par exemple le cas de la résidence Maréchal Juin à Boulogne. Le coût total des travaux représentait 2,8% de la valeur des biens, c'est-à-dire moins que ce qu'on donne à l'agent immobilier par exemple quand on décide de vendre son appartement. Et la plus-value que les notaires ou les agents immobiliers ont estimée était de 4%. Donc en réalité, le copropriétaire qui vote ces travaux-là, même s'il revend tout de suite derrière, il fait tout de suite une opération financière très intéressante plutôt que de laisser le suivant bénéficier de cette plus-value et donc de cette rentabilité d'opération, si on parle, on va dire, comme un promoteur de la rénovation. Donc voilà, la rentabilité, elle est claire. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Hein. Et le temps où on pensait que la rénovation n'avait d'intérêt que pour les économies d'énergie est révolu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne parle plus de rénovation énergétique et qu'on ne parle plus d'audit énergétique non plus. On parle bien de rénovation globale et performante. Et la performance s'apprécie pas que par rapport à l'efficacité énergétique, mais aussi par rapport à l'esthétique, à la qualité de vie rendue pour les occupants, à l'écologie, donc au respect de l'environnement. Et c'est tout ça qui fait le bâtiment performant. Très bien. Alors, il nous reste encore pas mal de questions. Donc, peut-on imaginer de mutualiser les locaux techniques centraux, type production de chaleur ou chaude sanitaire, entre plusieurs petites copropriétés ou propriétaires mitoyens ou situés en zone de type pavillonnaire? Alors, du coup, on connaît des cas où il y a des copropriétés qui ont un système de chauffage en commun, mais en général, c'est conçu depuis l'origine. Les cas où on a des copropriétés existantes qui décident d'investir en commun dans un système de chauffage, personnellement, j'en ai pas rencontré. Ça me paraît assez complexe à mettre en œuvre pour des raisons purement juridiques, contractuelles, de règlement de copropriété. Et puis voilà, donc j'en ai pas vu, ça me paraît un peu compliqué à mettre en œuvre. Après, par contre, ce qu'il est tout à fait possible, c'est lorsqu'on a un réseau de chaleur urbain qui passe dans sa rue, et il y a beaucoup de collectivités qui en ont. À Paris, par exemple, on a CPCU. À Lyon, également, on a un beau réseau de chaleur qui se développe, qui sont des réseaux de chaleur auxquels on peut se raccorder. Et donc là, pour le coup, ça revient à dire qu'on a une chaufferie centrale, ou en l'occurrence plusieurs chaufferies centrales au niveau de la ville, dont certaines sont des incinérateurs de déchets, d'autres sont des centrales d'énergie à bois, d'autres des pompes à chaleur géothermiques, et que cette chaleur-là, elle est distribuée partout dans la ville. Et vous pouvez mettre en place un petit échangeur en bas de votre immeuble qui permet de bénéficier de cette chaleur-là plutôt que de consommer du gaz. Et du coup, c'est souvent intéressant financièrement à condition que les coûts de raccordement soient bien négociés. Et là-dessus, vous pouvez vous faire aider par votre maître d'œuvre. Et écologiquement, ça peut avoir beaucoup de sens puisque c'est un des seuls moyens d'avoir une énergie renouvelable pour son chauffage dans des agglomérations comme Lyon, Paris ou Grenoble. Voilà. Très bien, je vais mutualiser quelques questions. Faut-il faire une simulation thermique dynamique? Et est-ce que ça serait possible d'avoir un exemple d'audit, de diagnostic de Cénova? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Alors, pour l'exemple d'audit, on peut tout à fait vous le transmettre. Je vous propose de m'envoyer un mail pour celui qui est intéressé. On vous enverra un exemple. C'est quelque chose qu'on donne volontiers à tous nos prospects hein, quand ils nous interrogent sur le coût de notre audit et qu'est-ce qu'on met dedans. Et ensuite, sur la simulation thermique dynamique, nous, quand on accompagne une copropriété, on fait toujours deux calculs thermiques. Un premier calcul thermique, et le calcul thermique qu'on dit réglementaire, c'est celui qui est à prendre en compte pour les étiquettes énergie et notamment pour les gains de performance énergétique avant-après travaux qui déclenchent ou pas des aides financières. Donc là, c'est une méthode de calcul hyper précise, hyper réglementée. On ne fait pas ce qu'on veut. Et souvent, elle est assez éloignée de la réalité, puisque dans la méthode de calcul réglementaire, on prend des hypothèses réglementaires hein, sur l'occupation, sur le fait que c'est chauffé à 19, etc. Et on fait toujours un deuxième calcul qui, lui, a pour objectif d'être le reflet de la réalité et d'être à 5% près juste par rapport aux vraies consommations de la copropriété.
qui est un calcul effectivement où on va beaucoup plus dans la finesse sur toutes les hypothèses pour pouvoir avoir une vision réelle de par où part la chaleur, en quelle proportion entre les différents postes de déperdition de chaleur du bâtiment et des équipements, et de pouvoir estimer les gains d'économie d'énergie qu'on peut attendre de tel ou tel travaux ou de telle isolation de tel mur ou de telle partie de façade. Et donc effectivement là c'est une simulation thermique. Alors est-ce que c'est de la dynamique, est-ce que c'est de la statique horaire, etc. Globalement les termes techniques font débat, mais c'est du niveau de précision de l'ordre de 5%, ce qui permet de prendre des décisions éclairées. Et j'en profite pour rester sur la même thématique. Dans l'état du confinement, comment faire un diagnostic global? Ah ben, c'est une bonne question. Alors, dans le contexte du confinement, nous, on a mis en la sécurité à la fois des copropriétaires et des collaborateurs en priorité. Donc, on est tous confinés chez nous et on a hâte d'en sortir, j'imagine, comme beaucoup de monde autour de cette table. Et on est en train de préparer la reprise. Du coup, à partir dès que c'est possible, à ce moment-là, on va relancer les visites de diagnostic, mais également les suivis de chantier, les réunions de conseils syndicaux. Enfin bref, on se rend compte que dans notre métier, on est beaucoup sur le terrain. Et pour ça, on a acheté des masques. Déjà, on a des masques jetables. On est en train de faire des masques, comment dire, des masques zéro déchet également. Et on va mettre en place tous les gestes barrières. Et puis par ailleurs, on aime bien l'utilisation du logiciel Zoom qu'on est en train d'utiliser. On se rend compte que ça fonctionne extrêmement bien pour communiquer sur les projets, pour partager l'avancement, faire des réunions, des prises de décision avec le conseil syndical, le syndic, et voire même, pourquoi pas, des réunions d'information aux copropriétés. Et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur l'utilisation de ce type d'outils également. Merci Dimitri. En cas de changement de type de chauffage dans le cas d'une amélioration nette d'économie d'énergie, la majorité suffit-elle ou faut-il l'accord de tous les copropriétaires? Alors, pour le changement, ce que je comprends de la question, c'est si on veut quitter le mode de chauffage collectif pour devenir un chauffage individuel, électrique par exemple, ou au gaz, est-ce que c'est possible sans l'unanimité des copropriétaires? Alors, je ne crois pas, parce que pour moi, c'est un changement de règlement de copropriété. Alors Donc, là, c'est plus le type de chauffage. J'imagine que la personne devait dire passer peut-être du fioul au gaz. non, ben là, ça n'a pas du tout besoin de l'unanimité des copropriétaires. C'est juste des travaux d'entretien classiques. Donc, c'est de l'article même 24. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, quand il y a des travaux qui sont à mener, j'en profite pour apporter cette précision. C'est important que le conseil syndical, éclairé par son équipe de maîtrise d'œuvre, son syndic, fasse un certain nombre de choix pour le compte de la copropriété. On ne va pas laisser la possibilité aux copropriétaires de choisir entre le gaz, le chauffage urbain, que mettre un ballon ou pas de mettre de ballon pour l'eau chaude, etc. Non, ça c'est vraiment le job à la fois du maître d'œuvre de prendre un certain nombre de décisions, parfois même sans en parler quand c'est de la technique et c'est de l'évidence. Et pour les autres, le conseil syndical doit être en mesure de prendre un certain nombre de décisions. Et derrière, c'est le conseil syndical qui va défendre le projet que le maître d'œuvre présentera, en expliquant éventuellement comment les décisions ont été prises, mais il faut poser que des questions fermées à une assemblée générale, c'est oui ou c'est non sur le projet en question, mais en aucun cas commencer à ouvrir des débats, parce que là c'est la porte ouverte à tous, sauf à voter des projets ambitieux et intéressants. Super, merci beaucoup. Alors, je vais répondre à deux questions, parce qu'on a pas mal sur est-ce que la vidéo, est-ce qu'il y aura un replay du webinaire possible? Donc, actuellement, sur le site de l'APC, ce n'est pas prévu, mais on regarde ce qu'on peut faire afin de vous diffuser cette vidéo, soit par mail, soit par WeTransfer, ou encore peut-être disponible directement sur le site de l'Agence parisienne du climat. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième point que j'ai pas mal vu, je te laisserai également compléter, comment convaincre les copropriétaires réticents à se lancer dans un projet. Voilà, donc c'est aussi le travail qu'on mène à l'APC en amont pour expliquer comment va se dérouler le projet. Je pense que la présentation de Dimitri va dans ce sens. C'est mettre tout le monde autour de la table, que ce soit les propriétaires bailleurs,
ou les propriétaires occupants, et également prendre l'avis des locataires, parce qu'ils vivent aussi, et je pense, au sein des logements. Donc, c'est intéressant de mettre tout le monde autour de la table, bien avant les AG, bien avant le début concret du projet. Voilà. On va prendre Complètement, encore deux. j'en profite Ouais. pour souligner le super travail qui est fait par l'ensemble de l'équipe de l'APC, mais également par les jumeaux de l'APC dans toutes les collectivités où on intervient. Il y en a beaucoup en Île-de-France, l'ALEC de Lyon et l'ALEC de Grenoble. Ils font vraiment un travail formidable qui est totalement gratuit, de conseils, d'informations, et preuve en est cette conférence qui a été organisée à l'initiative de l'Agence parisienne du climat. Profitez-en, sollicitez-les, et ils sont aussi là pour vous aider à faire les premiers pas. Vous pouvez aussi vous aider des prestataires que vous pressentez comme étant bien placés pour accompagner la copropriété, pour vous conseiller au cas par cas comment ils voient les choses, pour pouvoir convaincre la copropriété d'acheter la mission d'audit ou la mission de maîtrise d'œuvre. Et puis, bien entendu, votre syndic est très important. Votre syndic, recherchez un syndic qui est intéressé par la rénovation globale, qui est compétent sur le sujet, qui va pouvoir être force de conseil, d'accompagnement, de proposition, et guider votre assemblée générale, votre conseil syndical. C'est un acteur clé, et je remercie tous les gestionnaires qui sont autour de cette conférence. Je crois qu'on a beaucoup de gestionnaires, environ 70 qui sont là, et bravo à vous, parce que les copropriétaires recherchent de plus en plus des syndics qui ont une expérience réussie à minima en rénovation globale et performante. Merci beaucoup, Dimitri. Alors, malheureusement, le temps est écoulé, donc nous n'allons pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Je vous invite donc à envoyer un mail à Dimitri, donc bien évidemment, qui restera à votre disposition, qui pourra répondre au plus près, au plus juste à votre projet et vos interrogations, que ce soit sur Paris, Lyon ou Grenoble. Au niveau des aides financières qui existent, le versement, parce que j'ai vu qu'il y a eu quelques questions au niveau des aides financières. Je vous mettrai également le contact, donc notre adresse mail infoconseil, nos conseillers à l'Agence parisienne du climat reste également à votre disposition en cette période de confinement. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous également si vous avez des questions, si vous souhaitez vous inscrire sur le coach CoPro, donc pour bénéficier à la fois de l'aide à l'audit globale disponible sur Paris, ou avoir simplement des informations, des précisions sur ce que nous faisons, comment être accompagné. Pour rappel, c'est gratuit. Il y a un certain nombre de webinaires qui seront et qui ont été organisés tout au long de cette période. N'hésitez pas à parcourir l'agenda de l'Agence parisienne du climat. De mon côté, je vous enverrai le lien, tout simplement, pour vous inscrire au prochain webinaire. Je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire avec nous. Merci Dimitri pour cette Merci à toi, présentation Jessica, et merci à très chacun d'entre claire. vous. Et Merci à infiniment. bientôt. À bientôt.